Thé de la matinale. Sur la première. Bonjour Claire Garrigue. Bonjour. La saison des baleines, comme on dit, se termine pour l'année 2020. Alors la question, c'est comment elles vont ? Écoutez, elles vont bien, j'espère. Mais on a une saison vraiment en demi-teinte cette année. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a une très mauvaise météo avec beaucoup de vent. Donc pour nous, le vent, ça nous empêche de travailler. Et donc on a eu moins de jours en mer. Mais les jours où on a pu aller en mer, on a également vu moins d'animaux. Et comment on explique ça ? Alors pour l'instant, on ne l'explique pas. Ça fait 2 ans que c'est le cas. C'était déjà le cas l'an dernier, mais je pense que cette année, c'est encore moins bon que l'an dernier. On ne l'explique pas, mais par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est le cas dans d'autres zones de reproduction de l'hémisphère sud. C'est pas que en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire en Australie, en Polynésie Alors sur l'Australie, c'est difficile à dire, parce que ce sont des grosses populations, donc ils n'ont pas les mêmes problématiques. Mais par exemple, à La Réunion, aux îles Cook, également, on voit moins d'animaux. L'an dernier, par exemple, à La Réunion, ils devaient poser 15 balises satellitaires sur les baleines. Ils n'ont pu en poser qu'une. Tellement ils ont vu peu de baleines, ils ont pu en approcher peu. Mais ça veut dire qu'elles sont ailleurs ou ça veut dire que la population générale baisse ? Alors, je ne pense pas que la population générale baisse parce que l'espèce allait mieux. Elle avait récemment été déclassée par l'UICN de la liste rouge des espèces menacées, à l'exception de la population d'Océanie et de la population de la mer d'Arabie, qui toutes les deux sont considérées comme en danger. Mais il est fort probable que ce soit lié à des grands phénomènes climatiques pour lesquels on n'a pas encore assez d'explications. Il faudrait voir comment se sont passés le climat dans l'océan austral, par exemple, au cours de l'été dernier. Pour autant, est-ce que l'édition 2020 a donné des enseignements qu'on peut déjà tirer, à part la faible fréquentation ? Eh bien, écoutez, on a surtout collecté plein de nouvelles données, ces données qui sont en cours d'analyse avec nos collègues, puisqu'on a des programmes en cours, notamment des programmes d'ageage. On est en train de faire âger certaines de nos baleines, grâce à des techniques qui sont relativement récentes de génétique. Donc, on va pouvoir avoir une idée de la structure d'âge de nos populations, c'est-à-dire à savoir s'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux, etc. Et puis, on continue à travailler sur les chanteurs et le rôle des chants dans la sélection sexuelle. Donc, quelle est l'importance de ces chants pour les baleines. Savoir l'âge des baleines qui naviguent en Nouvelle-Calédonie, à quoi ça servirait ? Alors ça va nous servir par exemple à pouvoir avoir une estimation plus exacte de la population, à voir s'il y a beaucoup de vieilles baleines, ce qu'on ne pense pas puisque les chasses ont probablement ciblé ces animaux-là. Ça va nous servir également dans le cadre de notre programme qui s'appelle Sexy Singing, donc les chants sexy, on va dire, à voir si ce sont les mâles les plus âgés ou les plus jeunes qui sont à la pointe du changement des chants. Et donc, est-ce que ce fait d'avoir ces changements des chants va leur donner un plus grand pouvoir de séduction et donc, en fait, les amener à avoir plus de baleineaux, quoi. Pour ce qui est de le chant des baleines, en quoi, là aussi, c'est quelque chose qui nous apprend sur quel est l'intérêt de savoir si les petits jeunes ou les nouveaux chants sont plus attractifs que les plus vieux ? Alors ça, c'est vraiment de la recherche académique et notre collègue qui mène ce programme de l'Université de Saint-Andrews en Écosse travaille dans un laboratoire d'acoustique et ces travaux sont mis en parallèle avec tout ce qui est communication animale et évolution culturelle. Donc on peut faire des parallèles avec l'évolution du langage humain également. Ça veut dire que les nouveaux langages humains seraient plus à la pointe pour la séduction ? En fait, on va plus s'intéresser au langage humain et comparer qu'est-ce qui se passe chez les animaux par rapport à ces langages. Parce que vous savez, dans le temps, on pensait que les animaux, c'était des animaux, c'était bête et c'est tout. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une intelligence animale et puis des communications et une culture chez les animaux. Alors, on parle d'intelligence animale. Une des espèces qui est reconnue comme la plus intelligente, c'est le dauphin, que vous étudiez aussi moins, mais aussi, est-ce que là, on a des enseignements ou pas ? Alors, mais nous, ici, on a en effet récemment fait des travaux sur les dauphins. En fait, toutes les informations qu'on collecte depuis des années, eh bien, toutes celles qu'on a prises dans le sud, on est en train de s'en occuper pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la zone, en gros, entre Nouméa et l'île des Pins et Yaté. Et on a pu mettre en évidence, ma collègue Claire Bonneville a mis en évidence l'existence de 3 communautés relativement séparées de dauphins.
Et ce sont des petites communautés, donc qui peuvent être vulnérables s'il y avait, par exemple, une maladie ou un impact quelconque d'un polluant ou autre. Opération Cétacés va tous les ans dans le sud et puis beaucoup plus au sud, on va en parler. Mais tous les ans, vous êtes là. Pourquoi c'est important de chaque année revenir et collecter encore des données alors qu'au final, on peut se dire que d'une année sur l'autre, ça ne va pas beaucoup changer? Alors, tout à fait, vous avez raison. Mais si on parle sur une question précise, on peut par exemple travailler avec 2-3 années de données. Un an, c'est pas suffisant parce que les animaux restent pas assez longtemps et on a une petite population, on n'en voit pas assez. Mais quand vous avez affaire à des espèces qui vivent jusqu'à 100 ans, qui vivent pratiquement comme nous, il est très important d'avoir des longs jeux de données. Et le fait qu'on ait ici un quart de la vie d'une baleine, à peu près maintenant en données, fait qu'on a beaucoup de contacts avec des équipes internationales et qu'on est à même de développer des projets très intéressants, notamment par exemple récemment avec une collègue australienne sur les polluants dans l'océan austral. 7h07, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Claire Garrigue, chercheuse à l'IRD, spécialiste des baleines. N'hésitez pas à nous appeler au 258, non pas pour imiter le chant des baleines, mais plutôt pour poser toutes vos questions. On vous attend, Charlotte Mestre. Claire Garrigue, vous le disiez, il y a un quart de siècle, il y a 26 ans de campagne d'opération Cétacés. Vous étiez sur 25. Qu'est-ce que vous avez appris depuis? Quelle est l'évolution de ce qu'on sait sur les baleines et comment ça évolue? Écoutez, ici, je dirais qu'on ne savait pas grand-chose. On savait qu'il y avait des baleines. On sait que les baleines est liée au cycle de l'igname, au calendrier de l'igname pour la population mélanésienne, puisque l'arrivée des baleines donne le signe de préparer les champs pour planter l'igname. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'ici, ce n'était pas juste une zone de passage, mais une zone où les baleines viennent se reproduire. On a eu une estimation de la taille de la population, qui va être révisée, j'espère, dans le futur. On a montré, par exemple, que la population était relativement fermée, c'est-à-dire que les mâles reproducteurs faisaient partie de cette population. Les femelles n'allaient pas spécialement chercher ailleurs. On a montré des tas de choses, j'en ai pas plein d'idées comme ça. On a travaillé sur, par exemple, le taux de reproduction des femelles, tous les combien elles ont un petit. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la population ici a augmenté soudainement de manière biologiquement, théoriquement non possible, d'après ce que disaient nos collègues de l'hémisphère nord. C'est-à-dire en français pour les gens qui ne Alors, connaissent rien. ça veut dire qu'il y aurait plus de jeunes qui arriveraient qu'il n'était possible en nombre de naissances. Vous savez, une certaine espèce animale, elle va pouvoir avoir jusqu'à tant de petits, mais pas plus. Mais en fait, depuis, on s'est rendu compte que dans l'hémisphère sud, les taux d'accroissement, les taux d'agrandissement de la population étaient plus importants que dans l'hémisphère nord. Alors nous, on s'est dit peut-être que c'est parce qu'on a des baleines qui émigrent. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie arriveraient des baleines d'Australie, puisque en fait, en Australie, la population est très grande. Elle fait plus de 20 000 baleines actuellement. Et donc, on pourrait avoir un surplus qui vienne jusqu'en Calédonie. Ça, c'est une des hypothèses. Et puis après, on s'est dit, on va regarder combien les femelles ont des petits. Et on s'est rendu compte que ce qui était dans la littérature, c'était qu'une femelle avait un petit tous les 2 à 3 ans. Et nous, dernièrement, c'est une des études qu'on a publiées cette année, on a vu que certaines femelles avaient des petits tous les 2 à 3 ans, mais que d'autres pouvaient avoir des petits beaucoup plus souvent, presque tous les ans. Et ça nous apprend quoi? Qu'est-ce que ça change pour pouvoir mieux connaître les baleines? Eh bien, ça nous apprend que les populations de l'hémisphère sud, elles ont peut-être une proportion à pouvoir avoir plus de petits, suite par exemple à la chasse qu'il y a eu, d'avoir plus de nourriture dans l'océan austral qu'il y a peut-être dans l'Arctique, et donc avoir des populations qui vont pouvoir se remettre plus facilement. Et ce serait aussi une réponse des populations de baleines à la surchasse, une réaction en fait, c'est on a eu plein de morts, du coup on va repeupler plus facilement? Ça peut, tout à fait. Et ça nous montre aussi que l'espèce est plastique, elle est capable de s'adapter. Alors une autre étude, c'est la fréquentation des Chesterfield, qui était pourtant une zone de pêche importante, donc on pourrait penser que les baleines auraient fui cette zone, et pourtant elles y sont toujours. Qu'est-ce que ça nous apprend aussi? Alors ça, on est allé au Chesterfield en effet, parce que c'était une des 2 zones du Pacifique avec Tonga qui était un hotspot, comme on dit, de chasse à la baleine dans les années 1800, fin 1800, début 1900. Et en fait, on y est allé, on a vu qu'il y avait encore des baleines, mais on n'en a pas vu énormément. Et surtout, quelque chose de très particulier, on y a vu plus de femelles que de mâles. Alors que dans une zone de reproduction, normalement, il y a plus de mâles que de femelles, pour la bonne raison que les femelles adultes, une fois qu'elles sont reproduites, repartent vite en Antarctique pour s'alimenter, pour pouvoir construire leurs baleineaux. Et donc, du coup, ces Chesterfield, qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que ça
ça fait émerger comme réflexion? Eh bien, ça fait émerger qu'il faut absolument qu'on y retourne parce qu'on n'a pas assez d'informations, tout simplement pour savoir si ce groupe de baleines qu'il y a au Chesterfield font-ils partie de la population australienne qui est en bonne santé, qui grossit bien, ou de la population d'Océanie. Donc je rappelle, la population d'Océanie comprend les îles du Pacifique Sud, les baleines qui sont sur le Pacifique hors Australie. Sud. Voilà, donc Polynésie française, les Cook, Tonga, Samoa, etc. Et ces populations sont encore aujourd'hui considérées comme en danger. Quel est le travail d'Opération Cétacé avec les professionnels du whale watching ? Eh bien, écoutez, l'association donc a pu réaliser une analyse, enfin une étude, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, sur l'effet des bateaux sur les baleines. Alors, tout bateau, bateau de whale watching, mais bateau privé et notre bateau aussi, et a montré qu'il y avait en effet un effet sur les baleines, sur leur trajectoire et sur leur temps de plongée. Plus il y a de bateaux, plus il y a une modification du comportement. Et suite à ça, il y a eu la mise en place d'une charte, donc d'un guide d'approche, comment approcher les baleines, comment bien se comporter. Ça, c'était un guide volontaire avec la province sud. Et puis, l'an passé, cette charte est passée en réglementation. Pour autant, même s'il y a une charte, il y a de plus en plus de bateaux. Est-ce que vous, sur le terrain, vous constatez une influence particulière ou pas ? Écoute, là, on ne travaille plus sur cette problématique. Je pense qu'ici, le whale watching est quand même bien encadré. Et on va y travailler d'ailleurs à l'échelle de tous les outre-mer français. On se dirige du côté du standard pour accueillir Jean. Bonjour Jean, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, non, je voulais réagir sur ce qui avait été dit au début. Est-ce que votre intervenante peut développer le fait que les baleines et puis peut-être d'autres espèces animales développent des éléments culturels? Il me semble qu'elle avait dit ça, que bon, les animaux ont un langage, ça, il y a pas de souci, mais la culture, ça me paraît... Enfin, j'aimerais bien en savoir plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jean. Claire Garrigue. Alors voilà, je vais faire de mon mieux, parce que ce n'est pas moi qui est à la base de cette étude, mais par exemple, ce chant des baleines, il est caractéristique d'une population. Donc par exemple, si vous entendez le chant de Nouvelle-Calédonie et le chant d'Hawaï, ils sont différents. Eh bien, en fait, ce chant, ma collègue qui mène le projet a montré, quand elle a fait sa thèse dans le Pacifique, il y a plus de 10 ans de ça, que le chant de l'Est de l'Australie allait traverser le Pacifique et passer d'une population à l'autre au cours du temps. Donc, si je grossis ce schéma, les baleines de Calédonie vont chanter le chant de l'Est de l'Australie un an après, et puis ensuite ce sera celle de Tonga, etc. Et ce qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle, c'est la manière dont ce chant, dont cette transmission culturelle se fait. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas de maman à enfant, mais c'est une transmission horizontale d'un animal, d'une population à une autre. Pour ce qui est, je crois que Jean parlait aussi de l'influence culturelle sur les populations humaines. C'est-à-dire, vous le disiez, l'arrivée des baleines dans la culture kanak, ça correspond au début de la saison de l'igname. Est-ce que là aussi, vous avez eu d'autres interactions avec les populations locales pour vous apprendre des choses que vous ne saviez pas ? Pas à ce niveau-là. Je sais juste sur le calendrier de l'igname. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant ? Ah, tout à fait, tout à fait. Ce serait très intéressant d'avoir le sentiment des gens qui vivent avec ces animaux depuis de très longtemps, que ce soit les baleines, les dauphins ou les vaches marines. Il y a certainement beaucoup de choses à apprendre ici auprès des populations. Dans les prochains jours, vous allez retourner en mer, cette fois pas pour être sur les côtes, mais pour aller plus loin. Pourquoi c'est important de faire la part entre le Lagonaire et la haute mer ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, souvent, on travaille près de chez soi, c'est pratique, c'est pas loin, c'est protégé relativement. Mais en fait, ce qu'on a découvert en 2007, lorsqu'on a eu l'occasion de poser des balises satellitaires grâce à Greenpeace, puisque les Japonais devaient reprendre la chasse en Antarctique, et ils voulaient savoir s'ils allaient en chassant en Antarctique, s'attaquer aux populations australiennes qui vont bien ou celles d'Océanie. Et on s'est rendu compte que des baleines allaient sur des directions précises, au large, on ne savait pas ce qu'il y avait, et on y est allé ensuite pour se rendre compte qu'il s'agissait de monts sous-marins qui étaient attractifs pour les baleines, où il y a beaucoup de baleines. Donc depuis cette date, donc depuis 2008, on essaye de travailler également sur ces zones éloignées, donc les zones du parc naturel de la mer de Corail, pour comprendre ce qui s'y passe et voir si on a les mêmes baleines que dans le lagon sud ou des choses comme ça.
comme ça. Et l'objectif de cette campagne 2020 sur ces monts sous-marins, qu'est-ce que c'est? Alors là, spécifiquement, c'est d'essayer de collecter plus d'échantillons parce que sur les monts de la Rite des Loyautés, on a une problématique, à savoir, on a l'impression qu'il y a l'arrivée de baleines d'une autre population. Et on veut essayer de pouvoir affiner ce résultat qui est juste un petit début de ce qu'on a vu et on a besoin de plus d'informations génétiques. Les monts sous-marins de la Rite des Loyautés seraient une plaque de transit? Ben peut-être, parce qu'en fait, on a une partie de ces animaux qui vont vers Kermadec, les îles Kermadec, qui sont de Nouvelle-Zélande et qui se situent à peu près à la même hauteur que Norfolk, mais en allant vers l'est. L'humanité, le monde connaît sa 6e extinction de masse. Apparemment, ça ne va pas s'améliorer. Est-ce que dans la population de baleines, il y a des motifs d'espoir? Eh bien, écoutez, oui, on espère, puisque l'espèce baleine à bosse va mieux, donc agrandit. Maintenant, ce qu'on a montré, par exemple, dans une étude de Solène au cours de sa thèse, c'est que le réchauffement climatique, à l'échelle de la fin du siècle, il va priver le Pacifique Sud d'un certain nombre de zones de reproduction qui seront en théorie, trop chaude pour les baleines. Mais en contrepartie, d'autres zones, et notamment des monts sous-marins, situés dans la partie sud de cette zone de reproduction, peuvent peut-être être à ce moment-là colonisés. Donc on a toutes les chances d'espoir. Claire Garrigue, chercheuse à l'IRD, membre de l'association Opération Cétacés. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nick.